Les Anneaux de la mémoire, une histoire des esclavages. Chers auditeurs, bonjour. Nous poursuivons cette semaine notre discussion avec Bernard Michon, maître de conférences en histoire à l'Université de Nantes, et Olivier Grenouillot, membre de l'Académie européenne, historien, spécialiste des traites, des esclavages et de leurs abolitions. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Notre émission d'aujourd'hui est consacrée à l'un des derniers ouvrages publiés par notre invité, La Révolution abolitionniste, sorti dans la prestigieuse Bibliothèque des Histoires des éditions Gallimard. Ce volume constitue le dernier volet d'un triptyque, puisqu'Olivier Grenouillot a publié dans cette même collection 2 autres livres, Les traites négrières, essai d'histoire globale, en 2004, et Qu'est-ce que l'esclavage, une histoire globale, en 2014. Alors, Olivier Grenouillot, dans ces 3 ouvrages, vous avez cherché à réaliser une histoire globale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette démarche ? Oui, alors qu'est-ce que l'histoire globale ou mondiale ou de la globalisation, parce que les termes sont finalement différents suivant les auteurs. Je dirais qu'il y a une quantité de définitions. Le sujet est à la mode et on le décline de manière fort diverse. En Chine, par exemple, l'histoire globale, c'est tout ce qui n'est pas histoire nationale. Alors, de mon point de vue, qu'est-ce que l'histoire globale ? Je dirais qu'il y a peut-être 2 dimensions. Un objet appartient à l'histoire globale si sa dimension est importante. Par exemple, si on s'intéresse à l'histoire d'un continent ou l'histoire du monde ou de vastes parties du monde. Mais je dirais qu'il peut y avoir aussi des objets d'histoire globale de dimension beaucoup plus réduite. Et pourquoi pas une biographie d'histoire globale ? Puisqu'on pourrait considérer que l'histoire globale, c'est essayer d'étudier un sujet dans sa totalité. Un phénomène du début à la fin, en essayant d'inventorier tous les éléments qu'il compose, quelles que soient les thématiques, et de les mettre en relation. C'est ainsi que, dans les travaux que vous avez mentionnés, j'essaie de faire de l'histoire globale, puisque pour les traites et l'esclavage, je me suis intéressé à ces phénomènes depuis leur apparition, jusqu'à leur abolition, en essayant de marier, de mettre en relation finalement des thématiques religieuses, économiques, culturelles, géostratégiques, voilà. Et en ce sens, c'est l'histoire globale. Une mise en relation, une totalité, finalement, interconnectée. Voilà. Justement, vous parliez d'abolition. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les principales dates des abolitions que nous devrions retenir ? Alors, je dirais que chacun retient des dates différentes. Si on s'intéresse à la France, on peut retenir le 4 février 1794, vote de l'abolition de l'esclavage, ou le 27 avril 1948, le décret d'abolition de l'esclavage définitif. Maintenant, on peut aussi retenir 1888, c'est l'année où le Brésil abolit l'esclavage. Et c'est important parce que c'est le moment où l'esclavage est officiellement aboli dans toutes les Amériques. C'est le dernier État à abolir l'esclavage aux Amériques. On peut retenir aussi par exemple, la Mauritanie en 2007 qui abolit l'esclavage, ou la Tunisie qui a interdit ou met fin à l'esclavage des Noirs en 1846, 2 ans avant l'abolition française de 1948. Ou encore, 1688, c'est lorsque quelques Quakers de Pennsylvanie demandent à l'Assemblée annuelle générale de ne plus pratiquer la traite et l'esclavage. En tout cas, toutes ces dates, peut-être l'intérêt, c'est de montrer qu'on a affaire à un phénomène qui dure près d'un siècle entre finalement l'idée qu'on peut abolir vers 1770 et le moment où on abolit effectivement vers 1880. Un siècle de combat. Olivier Grenouillot, l'avant-propos du livre s'intitule « Une révolution méconnue ». Alors ma question sera double et peut-être un peu provocante. S'agit-il vraiment d'une révolution et peut-on dire que le mouvement abolitionniste est méconnu ? Oui, sans doute. Alors, révolution, il est vrai que l'esclavage n'est jamais allé de soi, malgré ce qu'on imagine, en pensant que auparavant, on s'accommodait facilement de l'esclavage. Pas du tout, puisque finalement la première justification de l'esclavage, celle d'Aristote, qui définit l'esclavage dit naturel, entre guillemets, on sait qu'Aristote répond déjà à un ou plusieurs sophistes dont on ne connaît pas l'identité. Donc tout ça pour dire que dès le départ, l'esclavage a posé problème. Mais pendant des millénaires, finalement, on s'en est plus ou moins accommodé. C'est ce que j'appelle l'ère finalement de la casuistique, où on considère que c'est mal, entre guillemets, mais on essaie de trouver des raisons, des cas dans lesquels on peut tolérer l'esclavage.
notamment parce que l'on pense que les droits peuvent être dissociés. Je m'explique. Il y a le droit divin, le droit naturel, le droit des gens. Et pendant des siècles ou des millénaires, on pense que dans le droit naturel, les hommes sont libres, mais que dans le droit des gens, ils peuvent être esclaves. Et pendant longtemps, personne ne s'offusque de la différence entre ces différents droits. Et à partir de la fin du XVIIIe siècle, ce qui était auparavant un impensé, personne n'avait pensé qu'on pouvait abolir l'esclavage, on pouvait le réformer, etc. Et même les esclaves qui se révoltaient, que faisaient-ils? Ils se libéraient individuellement, ils ne luttaient pas contre l'esclavage en général. Et à la fin du XVIIIe siècle, ce qui était auparavant un impensé devient un projet. Abolir la traite et l'esclavage comme institution. Et ça, c'est une révolution dans l'histoire de l'humanité. Le projet n'existe pas auparavant. Alors, une révolution méconnue. Certes, il y a quantité de travaux, je dirais, sur la question, mais pendant très très longtemps, on a essayé de trouver, de chercher une explication unique à ce mouvement. Soit on y a vu le rôle finalement du juste, des Quakers, des abolitionnistes, parfois on y a vu l'effet d'intérêt économique. Et finalement, tout ça ne peut pas fonctionner, puisqu'encore une fois, on a affaire à un mouvement qui dure plus d'un siècle, qui concerne plusieurs continents, plusieurs générations de personnes, et une cause unique ne peut pas expliquer un phénomène aussi complexe. Vous écoutez Les Anneaux de la Mémoire, une histoire des esclavages. Je suis avec les historiens Bernard Michon et Olivier Grenouillot. Olivier Grenouillot, vous avez patiemment examiné la rhétorique des abolitionnistes. Quels sont les principaux arguments développés? Alors je dirais qu'il y a deux types d'arguments. Il y a les arguments de fond. Pour les militants abolitionnistes, pourquoi est-ce qu'ils combattent la traite et l'esclavage? Avant tout pour des raisons morales. Qu'il s'agisse de morale religieuse, les Quakers ou d'autres, ou de morale profane, lorsque, dans un cas, finalement, on essaie d'assurer son salut, parce qu'on considère que la traite et l'esclavage sont des péchés. Dans l'autre, on pense, finalement, faire une bonne action, une bonne œuvre, œuvrer en faveur du progrès, la traite et l'esclavage étant des crimes. Mais dans les deux cas, finalement, il y a un engagement moral. Et donc on considère que la traite et l'esclavage sont des péchés, des vices qui conduisent à une corruption généralisée. Les abolitionnistes nous disent que l'esclavage, je prends les termes de l'époque, abrutit
les personnes qui en sont victimes. Et que par là même, aussi, dans le même temps, les maîtres entourés d'esclaves sont au plus corrompus. Donc, toute la société est corrompue par ce phénomène. Et puis, il y a, à côté de cet impératif moral, il y a la nécessité de convaincre les autres. Parce que lorsqu'on veut abolir la traite et l'esclavage, à la fin du XVIIIe siècle, le moment est vraiment complètement défavorable. C'est l'apogée du système colonial esclavagiste. Et donc, face à eux, les abolitionnistes ont des gens qui disent que si on touche à la traite et l'esclavage, c'est l'économie coloniale qui va disparaître et les métropoles européennes qui vont être ruinées. Et donc les abolitionnistes doivent répondre à ce discours-là de leurs adversaires, et donc ils doivent mobiliser également, pas simplement le juste, mais l'utile, en disant, par exemple, que la traite, on peut la remplacer par un commerce beaucoup plus rentable, qui serait un commerce légitime avec l'Afrique, et que quant à l'esclavage, finalement, des ouvriers libres produiraient beaucoup plus que des esclaves. Vous évoquez également la manière dont ces discours, incarnés initialement par quelques individus, sont parvenus à s'internationaliser. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment cela s'est passé ? Oui, alors, justement, la grande question, c'est comment l'on passe de l'individu au global. Au départ, ce sont quelques personnes, vraiment, quelques dizaines de personnes en Europe continentale, en Angleterre, dans les futurs États-Unis. Et puis après, ils se regroupent en clubs, en associations, en mouvements nationaux. Et une nation, la Grande-Bretagne, joue un rôle essentiel entreprendre une sorte de croisade pour faire abolir la traite et l'esclavage à toutes les puissances européennes. Alors, qu'est-ce qui permet finalement ce passage d'individu à un phénomène global ? À nouveau, le rôle de morale, mais je dirais de morale en action. Parce qu'il ne s'agit pas d'attendre le jugement dernier. On a affaire à des gens qui souhaitent réformer le monde tel qu'il est. Transformer le monde, le régénérer, pour reprendre des termes du XVIIIe siècle. Et puis à cela s'ajoute un peu l'émergence de l'individu acteur. Un exemple pour bien le faire comprendre. On demande à Germain Fromageau, fin XVIIe siècle, 1698, si on peut faire la traite en conscience. Et ces théologiens, finalement, il prend des pages et des pages pour répondre, mais il ne donne pas son avis personnel. Il nous raconte ce qu'on trouve dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau, ce que disent les pères de l'Église, ce qu'ont fait les Grecs et les Romains à l'Antiquité, etc. Un siècle après, 1788, c'est un pasteur, James Dore, qui s'adresse à ses fidèles et qui leur dit vous, en tant qu'homme, en tant que chrétien et en tant que britannique, vous ne pouvez pas tolérer l'existence de la traite et l'esclavage. Et là, finalement, on ne se réfère pas à la tradition, mais on se réfère à la conviction et à l'expérience individuelle des gens. C'est l'individu acteur qui est essentiel dans cette révolution, finalement, des droits de l'homme. À la naissance du citoyen. Voilà, du citoyen acteur. Olivier Grenouillot, Bernard Michon, merci de votre participation. La semaine prochaine, vous nous parlerez de la découverte par les Européens de l'Afrique intérieure. Excellente fin de journée aux auditeurs qui nous écoutent et à la semaine prochaine. C'était Les Anneaux de la Mémoire, une histoire des esclavages. Cette émission vous a été présentée par Barbara Chiron de l'association Les Anneaux de la Mémoire, avec à la technique José Pasquale.